teste micro. Kikou, la compagnie, ça roule? Bon, ça y est, on peut le dire, j'ai atteint mon taux maximal de fatigue. JPP, je rends le micro. Je sais pas pour vous, mais moi, cette fin d'année, elle m'a complètement cramé le cerveau. Il est grand temps que nous allions nous aérer les neurones avant de se transformer en vilain truc tout cramoisi. Et pour une fois, je crois que les dieux du break m'ont entendu. Big up, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit coup de fil d'Ouzbek Erika pour me proposer un plan absolument machiavélique. Enfin, un plan plutôt génial. Ouzbek Erika, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un super média qui explore le futur à travers une revue trimestrielle et des contenus digitaux. Depuis quelques temps, Ouzbek Erika a lancé un formidable nouveau projet qui est une grande loterie à destination de ses lecteurs et qui leur permet d'aller tester des futurs possibles, mais en version IRL. In real life. Par exemple, si tu tentes ta chance et que tu gagnes à la loterie, tu pourrais devenir propriétaire d'une parcelle de forêt durable. Ça change quand même des coupons de réduc pour des machines à laver que j'avais gagné au loto des écoles, que j'ai jamais utilisé du coup. Parmi tous ces lots, il y a celui d'aller tester la vie low-tech dans une tiny house. C'est là que tout s'imbrique dans vos têtes. Ouzbek Erika m'a proposé d'aller tenter l'aventure de la vie en tiny house pour vous la raconter. Je ne vais pas vous cacher ma joie. Je lâche tout, salut, bisous, bye. Bon, après, je vous fais pas le coup d'y aller en plein mois d'août, en mode détox bucolique. Là, on va rentrer dans le dur, les gars. On va voir ce que c'est que la vie en tiny house en mode hiver. Et puis l'idée de cette vidéo, c'est aussi qu'on explore ensemble plusieurs questions. Par exemple, perso, je suis fascinée par le mouvement des tiny house. Je me suis enquillée des tonnes de vidéos sur le sujet. Et en même temps, l'idée de vivre dans un 12-15 mètres carrés, ça me fait pas du tout rêver. Et je pense pas être la seule. En ville, et notamment à Paris, on paye souvent très cher des tout petits espaces. Alors en réalité, est-ce que c'est si stylax la vie en tiny house? C'est pour qui ce truc? Je vous le demande. Bon, et puis la nature, c'est bien, je travaille dans ce domaine, mais en même temps, je vais être honnête avec vous, elle m'impressionne beaucoup. Et l'idée de dormir toute seule dans une tiny house au fin fond d'une forêt, je suis pas méga à l'aise. C'est parti. Allez hop là, on coupe son portable. Ciao ciao la vie sociale, ciao ciao. Je suis une vraie addicte aux écrans et aux réseaux sociaux. J'y passe un temps vraiment indécent. C'est une forme d'épreuve pour moi. On va d'abord démarrer par les bases. Qu'est-ce que c'est au final une tiny house? Parce que je me suis vraiment posé la question, c'est quoi la diff entre une caravane, un mobil-home et une tiny house? Alors, j'ai fait mes petites recherches évidemment. À la différence entre un mobil-home et une caravane, la tiny house a priori est construite avec des matériaux durables, un peu comme une vraie maison. Une tiny house, elle est aussi supposée être transportable. Elle est donc construite sur une remorque. Mais en réalité, elle n'est pas vraiment faite pour voyager en permanence, à contrario d'une caravane. En général, on va la laisser sur un terrain sur le plus ou moins long terme. De son côté, le mobil-home n'a pas vraiment vocation à voyager. Il est conçu pour durer dans le temps, bien que les matériaux en général qui sont utilisés sont beaucoup moins durables que ceux pour la tiny house. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un mobil-home, mais c'est par exemple très très mal isolé. Alors les mobil-homes, on les voit beaucoup aux États-Unis. Nous, en France, on va plutôt le voir dans les campings. Et donc les gens vont les utiliser sur des périodes plutôt courte. La caravane, elle, de son côté, c'est l'ancêtre de la roulotte. Donc elle est connue comme étant l'habitat et le moyen de transport traditionnel des gens du voyage. Alors aujourd'hui, la caravane, elle est principalement utilisée sous le format camping. Clairement, son isolation est plutôt mauvaise et donc ne permet pas d'y vivre facilement à l'année. Donc il y a quand même une réelle différence entre le mobil-home, la tiny house et la caravane. Si la tiny house est bien conçue, son isolation et étanchéité permettent d'y vivre quelle que soit la température extérieure. Les matériaux utilisés sont souvent très qualitatifs et permettent de résister aux intempéries, au froid, à l'humidité. Bien que j'ai cru comprendre que la circulation de l'air était quand même un gros enjeu dans les tiny houses. Allô, l'esprit de la forêt? Bon, soyez sympa avec moi ce soir, hein? Merci beaucoup.
trop amer. Ce qui intéresse, je pense, beaucoup de gens comme moi, c'est le fait que les tiny houses sont souvent conçus pour être autonomes. Alors autonomes en énergie, j'entends, grâce par exemple à un système de récupération d'eau de pluie, des panneaux solaires et autres panneaux thermiques pour avoir de l'eau chaude par exemple. Et ça c'est super intéressant de se dire, petite taille d'habitat plus hors sol égale économie d'énergie et peu d'impact sur le sol. En bref, les tiny houses sont donc moins énergivores qu'un habitat traditionnel, et ça c'est quand même un très bon point. Bon, on va quand même fermer les volets parce que je suis pas non plus méga à l'aise. Pas très envie de me faire mater par une biche ou un sanglier. Bon alors, de lire des bouquins philo, ça me fait un petit peu cogiter, et notamment sur l'idée du minimalisme. Parce qu'on l'a bien compris, dans une tiny house, l'idée, comme on est dans un endroit petit, c'est d'optimiser à fond l'espace. Et donc la plupart des aménagements ont double, voire triple emploi. Ça vient un petit peu bouleverser le code selon lequel il faudrait avoir une grosse maison pour dire qu'on est élevé socialement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le mouvement des tiny house, il s'adresse autant aux gens qui n'ont pas assez d'argent pour accéder à la propriété, tout comme aux grands bourgeois qui sont en mal de simple life. Il y en a là-dedans, hein. Tiens, vous en voulez un exemple de minimalisme ? J'ai oublié mon chouchou. Du coup, j'utilise ma culotte en guise de chouchou. Et ça marche très bien. Voilà. Alors de mon côté, ce que ça confirme, c'est que je suis pas du tout minimaliste. L'histoire des objets, elle a une grande importance pour moi et je me verrai pas dans un espace complètement suroptimisé. Et je vois bien que j'ai ce même rapport avec les fringues. J'aime bien les fioritures, les accessoires qui servent à rien et qui sont juste là pour l'esthétique. J'aime bien chiner aussi et il y a plein de vieux meubles qui s'adapteraient pas du tout à l'espace. Après, je me rends compte que quand on commence à être dans une logique d'écologie, on se met à accepter de vivre avec moins. Et je pense que faire l'expérience de vivre avec moins sur un temps donné, ça peut vraiment nous aider à nous délester des choses encombrantes et inutiles. Allez, bonne nuit les petits. C'est l'heure du petit-déj et des confidences. J'ai rallumé mon portable hier soir. Alors non pas pour aller sur les réseaux sociaux, promis juré, mais parce que le silence, j'ai pas trop aimé. Alors je me suis mis de la musique. En ville, on est constamment dans le bruit. Et moi, j'ai appris à être bercée par le bruit pour survivre en milieu urbain. Et je me rends compte que tout ce vide de bruit qu'on peut ressentir quand on est tout seul dans une pièce, j'étais pas méga à l'aise. Et bizarrement, ce matin, il me fait du bien le silence. Là, j'ai pas du tout envie d'écouter la radio, quoi. Ce que je trouve très très beau, c'est cette idée du cadre, en fait, qui nous fait enfin voir la nature, parce que finalement, c'est une forêt, somme toute assez banale, qu'on a l'habitude de voir en France. Donc c'est une nature que je connais. Mais le fait qu'elle soit encadrée, ça donne à la voir un peu mieux et à mieux l'observer du coup. Voilà, là je suis en communion avec la nature. Ah, merde. Ça va ? Allez, un hug, allez, ouais. On sait aujourd'hui que c'est plus du tout ok de prendre l'avion comme ça à tout va et qu'évidemment il va falloir apprendre à voyager autrement. Et en vrai, si on change de regard sur ce qui nous entoure proche de chez soi, on se rend compte qu'on peut vraiment s'en prendre plein les mirettes. Là par exemple, je suis à moins de 2 heures de chez moi et je vis pleinement mon aventure de Walden ou la vie dans les bois. On bouffe local, on construit local, alors pourquoi on voyagerait pas localement ? Finalement, la déconnexion, est-ce que ce serait pas juste une histoire de casser la routine et de dévier un chouille de route ? Allez, venez, on fait des déviations. Des déviations avec ses bras. Je discutais hier avec Antoine, le cofondateur de ce lieu, qui s'appelle d'ailleurs Parenthèse, c'est dans le Loiret. Il m'expliquait que finalement, les tiny houses, on entend beaucoup parler, mais en réalité, en France, c'est encore un mouvement qui est très très niche. Il y a environ une quinzaine de constructeurs aujourd'hui en France, et donc très peu de production de tiny house, malgré la forte demande. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si on peut obtenir une tiny house, c'est encore aujourd'hui très difficile d'obtenir un terrain. Et donc pas mal de gens se retrouvent avec une tiny house sur les bras sans savoir où la mettre. Alors voilà, ça a beau être très populaire sur les réseaux sociaux, les élus,
les mairies ne savent pas encore trop ce que c'est et assimilent beaucoup la tiny house aux gens du voyage. Et alors ça, c'est aussi un autre point, c'est pourquoi on continue de voir les nomades de manière négative. Donc la question législative, elle n'est pas du tout encore réglée en France. Sur le sujet d'ailleurs, il y a une super association qui s'appelle Hameaux Légers et qui travaille justement sur ces questions d'habitat léger et comment vivre collectivement en embarquant justement les élus et en leur montrant que ce sont des modèles très très intéressants pour le territoire. Oh là là, je filmais et j'ai pas fait le petit poussé, je me suis pris aucun repère. Ohé, ohé, Ophélie abandonnée. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'expérimenter d'autres manières d'habiter, de voyager et puis peut-être de voir sous un autre œil notre rapport au temps et à l'espace. Merci aussi à Ouzbek Erika. Allez, tchuss!